d'intervention. Et je vais vous faire signe lorsqu'il vous restera 1 minute et après lorsque votre temps sera écoulé. Donc, conformément à l'article 108.2 du règlement et à la motion adoptée par le comité le 16 septembre 2025, le comité reprend son étude du système d'immigration du Canada. Je voudrais maintenant souhaiter la bienvenue à nos témoins qui participeront à notre table ronde. De l'accueil francophone du Manitoba, on a Bintou Sako, c'est la directrice générale par vidéoconférence. De l'éducation internationale, on a Lisa Vanderknapp, directrice générale par vidéoconférence. Quoi d'autre? Jérôme Carrette, c'est le directeur des services éducatifs, secteur des adultes, centre de services scolaires du lac Saint-Jean, par vidéoconférence. Et la prochaine, on a Odile René, conseillère réglementée en immigration pour étudiants étrangers. Merci. Donc, on commence avec, je pense, avec Madame Sako. Oui. Je vous invite de parler pendant 5 minutes. Merci, Madame la Présidente, honorables membres du comité. J'aimerais remercier les membres du comité de me donner l'occasion ce matin de présenter au nom de l'accueil francophone du Manitoba. Mon nom est Bintou Sako et je suis la directrice de l'accueil francophone depuis sa création en décembre 2003. Si nous avons fait beaucoup de chemin depuis plus de 20 ans, nous trouvons aujourd'hui devant un certain paradoxe. D'un côté, le gouvernement fédéral a envoyé un signal positif et clair en augmentant les cibles d'immigration pour les années à venir, visant 10% d'ici 2027. De l'autre côté, cette ambition s'annonce dans un contexte de baisse des niveaux généraux d'immigration au Canada. Cela soulève une question plus cruciale: comment accueillir plus de francophones de manière durable si les moyens pour le faire ne suivent pas? L'augmentation de la cible est un engagement que nous saluons, mais elle doit être accompagnée d'investissements pour soutenir l'accueil, l'intégration et la rétention de ces personnes au cœur de nos communautés. Sans cela, l'ambition restera une promesse vide. Pour illustrer ces enjeux, je vais aborder 4 thèmes: les niveaux d'immigration, le système d'asile, le processus d'immigration et les stratégies que nous devons mettre en place. Niveau d'immigration. La FCFA, qui est la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, a raison de noter que le gouvernement fédéral reste conséquent avec son engagement. L'augmentation des cibles en pourcentage permet de stabiliser le nombre d'immigrants d'expression française à environ 30 000 par an malgré la diminution de la cible globale. Il s'agit d'une protection essentielle pour inverser le déclin démographique de nos communautés. Cependant, il ne faut pas s'y tromper. La stabilisation du nombre de nouveaux arrivants francophones ne suffit pas. Une étude de la FCFA a démontré qu'il nous faut une proportion minimale de 12% pour y arriver. À 2 ans de l'atteinte de la cible de 10% et avec plusieurs années cumulées de retard, nous sommes loin du compte. De plus, le défi est double. Les programmes cruciaux sont déjà sous-financés et limités géographiquement. Augmenter le pourcentage cible sans augmenter les ressources pour le recrutement, c'est comme élargir une porte d'entrée sans agrandir le vestibule. On invite les gens sans augmenter la capacité d'accueil. Alors, système d'asile. Alors, à cette pression s'ajoute une nouvelle réalité, l'augmentation fulgurante du nombre de demandeurs d'asile francophones dans nos communautés, notamment au Manitoba. Ce phénomène est une conséquence directe des changements récents dans les politiques d'ailleurs pays. Ces personnes arrivent souvent dans une situation extrême vulnérabilité, se tournent vers nos organismes qui sont en première ligne. Or, aucun financement additionnel ou dédié est prévu pour répondre à cette demande croissante et spécifique. Nos structures d'accueil sont débordées, forcées de faire plus avec les mêmes moyens. Cela met en péril la qualité des services d'accueil pour les nouveaux arrivants. Processus d'immigration. Une fois sur place, le parcours des immigrants est semé d'embûches en milieu minoritaire. Ils font face à un double défi. D'abord, le défi de la langue. Même étant francophones, beaucoup doivent faire une mise à niveau linguistique pour s'adapter à notre concept. Ces formations doivent être financées
c'est-à-dire à la fois l'apprentissage de l'anglais, mais aussi des mises à niveau du français dans le contexte professionnel canadien. Ensuite, le défi d'intégration et les services d'établissement gérés par et pour les francophones ne sont pas mieux financés. L'intégration prend plus de temps, ce qui provoque un découragement ou une dépendance prolongée. Le risque est immense quand un nouvel arrivant ne se trouve pas le soutien nécessaire au sein de la francophonie, risque de s'assimiler, s'éloigner de la communauté, souvent sans s'en rendre compte. Nous faisons tout le travail préliminaire de recrutement pour ensuite les perdre. C'est un échec pour eux et pour nous. Stratégie, recommandations. Face à ces défis, des solutions concrètes et urgentes s'imposent. Il faut financer pleinement les programmes comme Destination Canada, à élargir leur portée pour atteindre le vaste bassin de talents francophones dans le monde. La cible ne sera pas atteinte que si nous donnons les moyens d'y arriver. Il est également impératif d'allouer un financement direct et stable et adéquat aux services d'établissements francophones avec une enveloppe spécifique pour répondre à l'afflux des demandeurs d'asile. Nous demandons que ces services soient gérés par des organisations francophones pour aider précisément les immigrants francophones. Enfin, nous devons nous assurer que les programmes qui fonctionnent et qui accordent des points supplémentaires aux francophones, comme le système Entrée Express, soient protégés et pérennisés. En conclusion, l'engagement du gouvernement est un premier pas. Mais pour que les chiffres deviennent des visages intégrés et épanouis dans nos communautés, il faut passer de l'ambition à l'action. Donnons-nous les moyens de nos ambitions. Investissons dans nos structures d'accueil et assurez non seulement l'avenir de ces nouveaux arrivants, mais aussi la vitalité et la pérennité de la francophonie canadienne. Je vous remercie. Oh, merci à Madame Sacco. Maintenant, nous allons écouter à Madame Vanderknap. Oui, bonjour. Merci, mesdames et messieurs les députés. Merci de nous recevoir. Je vais parler au nom des trois personnes ici présentes pour Éducation internationale. Éducation internationale, c'est une coopérative qui regroupe les centres de services scolaires et commissions scolaires du Québec, soit les institutions publiques qui offrent la formation professionnelle sur leur territoire respectif. Notre coopérative travaille avec ces établissements afin d'attirer des élèves internationaux en formation professionnelle. Notre objectif aujourd'hui est double. On veut faire connaître aux parlementaires qui sont présents ici la formation professionnelle au Québec, qui est un système unique à travers le pays, puis plaider pour plus d'équité et de cohérence quant aux choix qui sont exercés par IRCC depuis un peu plus d'1 an et qui concernent les étudiants étrangers au Canada. Le réseau public de la formation professionnelle au Québec, ce sont 174 centres de formation qui offrent plus de 200 programmes dans 21 secteurs à environ 130 000 élèves, et ce, sur l'ensemble du territoire du Québec. La formation professionnelle est un pilier essentiel du système éducatif québécois. Elle existe pour répondre aux besoins de main-d'œuvre pour des métiers spécialisés. Elle offre des formations courtes, pratiques et adaptées aux besoins du marché du travail. On est dans une logique d'adéquation formation-emploi. Selon des données qui sont publiées par le ministère de l'Emploi du Québec, 80% des programmes de formation professionnelle sont identifiés comme menant à des métiers qui sont en déficit de main-d'œuvre. On peut considérer également qu'il y a un nombre important des professions les plus touchées par des pénuries persistantes qui relèvent directement de la formation professionnelle, notamment les préposés aux bénéficiaires, les machinistes, les soudeurs, les métiers de la construction, les cuisiniers. Au cours des dernières années, la formation professionnelle au Québec n'accueillait pas plus de 1% des étudiants étrangers du Canada. En 2024, on avait un total de 10 000 élèves internationaux dans le réseau public, puis c'était une année record. Et on a environ 3 à 4 000 de ces étudiants qui étaient dans 138 établissements situés à l'extérieur de Montréal, pour une moyenne de 25 étudiants par établissement environ. Ce sont des très petits nombres quand on compare à d'autres établissements de formation, par exemple les 27 000 étudiants étrangers à l'Université de Toronto pour une seule et même année. Les élèves internationaux, bien qu'ils soient présents en petit nombre dans nos établissements, ils permettent de compléter des cohortes et de maintenir l'offre de formation pour les Québécois qui souhaitent suivre une formation. À la suite de leur formation, les élèves, québécois comme internationaux, occupent des emplois qui sont en forte demande dans leur communauté. Pour plusieurs programmes, les taux de placement sont de 100%. Pourtant, malgré ces faits, les règles actuelles d'immigration étouffent la capacité des centres de formation à attirer des élèves internationaux. Depuis le 1er novembre 2024, l'imposition d'un critère d'admissibilité basé sur le domaine d'études et qui donne accès au permis de travail post-diplôme, le PTPD,
fait en sorte qu'il demeure que 55 programmes qui sont admissibles au PTPD, alors qu'il y en avait 142 précédemment. Début 2026, cette liste pourrait être réduite à 35 programmes, selon des informations qui nous ont été communiquées par IRCC. Parmi les programmes non admissibles, on en compte plus de 40 qui mènent à des métiers pour lesquels il y a un besoin de main-d'œuvre qui est documenté. On nous dit à IRCC que la mesure restrictive du PTPD a été décidée en fonction des données disponibles sur le marché du travail. Pourtant, l'ensemble des diplômes de niveau universitaire sont admissibles au PTPD. Il nous apparaît difficile de croire que l'ensemble des programmes universitaires affichent des taux de placement supérieurs à des programmes de formation professionnelle tels que préposés aux bénéficiaires ou mécaniciens. L'augmentation des dépenses en défense et dans l'industrie navale, combinée aux 3 grands projets annoncés par le gouvernement Carney pour le Québec, crée une demande importante pour des métiers issus de la formation professionnelle. Sans ajustement des politiques migratoires pour la formation professionnelle, le Canada va avoir de la difficulté à livrer ses projets stratégiques. Pour preuve, à la fin du mois de septembre 2025, Éducation internationale a réalisé un sondage auprès des centres de formation professionnelle pour connaître l'impact de la mesure du PTPD sur leur capacité à attirer des candidats internationaux. 44% des personnes sondées ont observé une baisse de 50% ou plus à la rentrée de 2025 par rapport à la même date l'année d'avant. Puis il y a 20 établissements de formation qui nous ont rapporté devoir annuler ou reporter 77 cohortes au cours de l'année scolaire. Donc, dans l'ensemble du Québec, ce nombre est encore plus élevé. Les répondants nous ont rapporté qu'il y a plusieurs programmes qui sont fragilisés par la baisse d'élèves internationaux, dont certains ont un lien direct avec les investissements du gouvernement fédéral actuel, par exemple les programmes de arpentage et de mécanique de véhicules lourds routiers. Nous sommes ici aujourd'hui et nous plaidons pour une reconnaissance pleine et entière de la formation professionnelle par le gouvernement du Canada dans les choix qu'il opère en matière d'immigration. On demande à ce que IRCC rétablisse l'accès au PTPD pour les programmes de formation professionnelle qui répondent à des réels besoins du marché du travail. Merci de considérer que les élèves internationaux, ils arrivent en petit nombre et ils sont répartis dans plus de 150 établissements à travers la province. Ils sont essentiels au maintien d'une offre de formation partout en région au Québec. Ils répondent à des besoins de main-d'œuvre importants, notamment pour réaliser des grands projets structurants pour le Canada. Sans ajustement, ce sont des milliers de postes en pénurie qui vont rester vacants. Merci. Merci, Madame Vanderknapp. Donc, nous allons maintenant passer à la première série de questions. Monsieur Davis commence pour 6 minutes. Thank you, Madam Chair. Merci, Madame la Présidente. J'étais tout particulièrement intéressée par les propos de Madame Vanderknapp et j'aimerais continuer dans la même veine, mais j'aimerais d'abord vous expliquer ce qui se passe dans ma région, dans le Niagara. Comme vous le savez, le Collège Niagara est l'un des collèges les plus réputés, mais il y a eu des changements au programme. Une personne arrivant au Canada en tant qu'étudiant étranger par le passé suivait un programme de 3 ans. Habituellement, ils avaient la possibilité d'obtenir un permis de travail après l'obtention de leur diplôme pour obtenir un travail au Canada. Mais, Madame Vanderknapp, corrigez-moi si j'ai tort, les changements mis en place par le gouvernement, par exemple, si on va à une université pour un baccalauréat en droit, en philosophie ou en anthropologie, vous aurez de meilleures chances d'avoir un permis de travail à la fin d'études universitaires que si vous aviez suivi un programme de métier. Au Collège Niagara, nous avons un programme de distillerie, de brasserie et d'hôtellerie. Et tous ces programmes sont bien réputés et desservent la région du Niagara. Les habitudes des étudiants doivent aussi être basées sur les analyses du marché. Mais étant donné les changements qui ont été effectués, ces changements touchent principalement les personnes qui se tournent vers les métiers et on a besoin de ces travailleurs, mais on n'a pas l'occasion de travailler ici. Êtes-vous d'accord? C'est vrai que les programmes, vous les appelez les Art Studies ou les Art Degrees, ils sont tous admissibles si c'est un diplôme, un permis de travail post-diplôme, alors qu'en effet,
tout ce qui vient des écoles de formation professionnelle, les trade schools, on est désavantagé, puis c'est plus difficile d'avoir un permis de travail post-diplôme. So, Ms. Vandernapp, Alors, Madame Vandernapp, lorsque ces changements ont été lancés par le gouvernement, qu'avez-vous et vos collègues réagi à ces nouvelles? Parce que c'était un coup dévastateur pour les programmes de formation, y compris les programmes de Sceau bleu et de Sceau rouge. Le Canada a besoin de personnes dans certaines disciplines professionnelles, surtout en construction, les électriciens, les plombiers, les charpentiers. Donc, tous les métiers de Sceau bleu sont touchés et à moins qu'on ne fasse des changements, on perdra des étudiants qu'on aurait pu autrement accueillir au Canada pour ces programmes. Nous pourrions être incapables de les attirer. Êtes-vous d'accord? Comme ont révélé les données de notre sondage, il y a vraiment une baisse importante de l'attractivité des programmes là, de formation professionnelle. Donc, c'est ce qu'on observe, là, de plus de 50% là, des centres de formation qui nous disent qu'ils ont une baisse de 50% ou plus. Donc, l'impact est réel. Peut-être que Jérôme, qui vient d'un centre de formation professionnelle en région à Alma, pourrait commenter sur la situation qu'il observe dans sa région aussi. Oui, je peux y aller? Bien sûr, please. Oui, parfait. Si on illustre, là, dans le fond, le centre de services scolaires du Lac-Saint-Jean, on est situé à Alma, au Lac-Saint-Jean, au nord du Québec, au nord de Québec, à environ 200 km. Si on regarde la situation pour notre centre de formation professionnelle, qui dispense des programmes de formation professionnelle, 15 programmes exactement, au cours des 2 dernières années, la diminution qu'on a observée là, au sein des élèves internationaux, c'est en 23-24, on avait 70 nouvelles inscriptions. En 24-25, ça a diminué à 55 et cette année, on est à 29. Comme Isiane le mentionnait, ce n'est pas des nombres astronomiques. On n'est pas un très grand centre de services scolaires, mais c'est la même réalité que l'ensemble. Tantôt, tu parlais de 174 centres de formation professionnelle dans la province. C'est une réalité qu'on vit à la grandeur de la province. Et pourtant, si on regarde l'ensemble de nos 15 programmes, les taux de placement sont pratiquement de 100%. Donc, cette diminution du nombre d'élèves fait qu'on est tout simplement plus capable de fournir des diplômés pour répondre aux besoins du milieu du travail. okay, thank you for that. Merci. Alors, combien d'étudiants ont été touchés par la réduction de l'enrôlement dans ces programmes? Ms. Vandernapp, if you have those numbers. Madame Vandernapp, si vous avez ces chiffres. On n'a pas les chiffres de cette année parce qu'on n'a pas encore pu enregistrer le nombre exact là, pour la province au complet. C'est des données qui vont être disponibles plus tard dans l'année. Mais par exemple, l'éducation internationale, nous, on a une baisse de près de 50%. Mais les données sur la rentrée, là, elles ne sont pas disponibles au niveau de la province au complet. Puis Jérôme m'a donné un exemple dans son centre de formation professionnelle. La chute a été de plus de 50%. I see. Madam Chair. Je vois. Madame la Présidente, me reste-t-il du temps? Ah, c'est excellent, c'est tout le temps que vous aviez. Ensuite, nous passons à Monsieur Zouberi pour 6 minutes. Et à tous les témoins d'être ici aujourd'hui par Zoom. Je veux commencer avec Madame Sacco. Et vous avez récemment témoigné devant le comité des langues officielles. Vous avez aussi mentionné plusieurs défis qui les étudiants fassent, comme par exemple la faible capacité des consultants en Afrique francophone et aussi des agents de visa. Il y a des nombres élevés de refus arbitraires. Et donc, j'aimerais savoir quelles recommandations est-ce que vous avez pour nous pour adresser ces barrières, incluant des barrières systémiques.
Je pense que vous êtes en Soudan. Oui. Alors, pour le visa des étudiants, vous avez dit le nombre élevé et puis les barrières systémiques. Je pense que ça, il y a Exact. quelques Et temps je pense que vous avez témoigné de ces problématiques devant notre comité. Oui, il y a quelques années de cela. Alors, la recommandation que je donnerais au gouvernement par rapport à ça, ça serait certainement de vérifier au niveau des ambassades parce que plusieurs ambassades répondent aux demandes de plusieurs pays, notamment dans les pays de l'Afrique francophone. Alors, de travailler justement avec ces ambassades-là pour voir s'il y a une possibilité justement d'offrir des visas plutôt que de se faire représenter par plusieurs pays où ils doivent adresser des demandes de visa. Ça, c'est une recommandation que je donnerais. Et aussi, le bassin est assez large pour aller faire le recrutement et donc de permettre justement aux pays francophones où il y a plus de stabilité, le pouvoir, l'autorité de donner des visas pour que ça puisse augmenter un tout petit peu le pourcentage. Donc, ces problèmes existent toujours, même que vous avez soulevé ça des années passées. Ben oui, il y a eu un changement. Je vais dire qu'il y a eu un changement. Il y a eu une augmentation du nombre dans les pays de l'Afrique francophone, mais je pense qu'il y a encore du travail à faire pour que ça puisse atteindre un certain... Parce qu'il y a des refus qui ne sont pas justifiés jusqu'à présent. Même si les dossiers sont bons, bien montés et tout, il y a quand même des refus qui se passent. Mais il y a eu un changement depuis ce temps. Merci. Et donc, je vais continuer avec vous, Madame Sacco. L'un des plus importants investissements de IRCC concerne les organismes qui offrent des services d'établissement aux nouveaux arrivants. Pouvez-vous expliquer l'importance de ces services pour les nouveaux immigrants, surtout les francophones? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a l'immigration et le recrutement d'une manière générale, mais les services d'établissement pour les communautés francophones, ça s'inscrit dans une vision bien spécifique. Donc, ne pas tenir compte de cette vision spécifique, c'est comme si elle se perd dans la vision globale de l'immigration. Donc, les francophones ont une responsabilité de faire la liaison avec la communauté. Alors, on parle de l'agrandissement de l'espace francophone, bien sûr, et de par le fait qu'il y a cet isolement des communautés francophones déjà, ça c'est un facteur et ça augmente l'insécurité linguistique. Et donc, quand la communauté fait extrêmement d'efforts pour aller recruter des francophones dans les pays francophones pour venir agrandir l'espace francophone et que dans la vision spécifique de cet agrandissement, il n'y a pas de ressources suffisamment investies pour aider les francophones qui arrivent déjà dans une situation minoritaire, à les aider à s'intégrer, à relever les barrières linguistiques, à trouver un emploi et à pouvoir travailler rapidement et aussi à faire reconnaître leur diplôme. Alors, c'est comme c'est un très grand manque à gagner. Et les services d'établissement servent justement à accompagner pour qu'il y ait moins d'erreurs et pour que l'intégration puisse se passer le plus rapidement possible. Donc, j'imagine que il reste une minute. Une minute. J'imagine que les francophones hors de Québec fassent beaucoup des obstacles par rapport aux immigrants anglophones hors de Québec. Exactement. Oui. Et ça, donc, c'est une réalité. Donc, ces investissements de IRCC sont primordiaux pour intégrer les gens francophones hors de Québec. Exactement. Alors, ils doivent investir. On demande justement au gouvernement d'investir dans cette vision. C'est vrai, il y a un plan déjà pour l'immigration francophone, mais ça serait encore mieux d'avoir un programme financé pour l'immigration francophone pour les communautés en situation minoritaire. Merci beaucoup. Thank you.
OK, merci, M. Zuberi. Maintenant, on a 6 minutes pour M. Brunet-Duceppe. Merci, Madame la Présidente. Merci à tous nos témoins qui sont ici avec nous aujourd'hui. Permettez-moi d'être heureux d'accueillir quelqu'un qui vient d'Alma, la ville où j'habite. Ceci dit, on a beaucoup parlé des baisses drastiques qu'on voit dans les centres de formation professionnelle un peu partout au Québec. Madame Van Den Napp, est-ce que vous pourriez nous dire à quel point ça affecte la pérennité de certains programmes, cette baisse d'étudiants étrangers-là, d'étudiants internationaux? Ben oui, comme je l'ai présenté, on a 20 établissements qui nous ont dit qu'ils ont 77 cohortes là, qui ont été annulées ou reportées. Puis il y en a qui nous ont parlé de programmes qui sont fragilisés aussi dans les centres de formation professionnelle. Parmi ces programmes, là, on a des programmes de mécanique en santé, des programmes secrétariat, comptabilité. Donc, il y a vraiment un impact réel là, sur la fragilité la possibilité pour les centres d'offrir soit des cohortes ou même les programmes. Peut-être que Jérôme, justement, peut témoigner chez lui là, les programmes qui sont particulièrement fragilisés. Allez-y, M. Carrette. Oui, pour compléter, comme je le mentionnais tout à l'heure, la diminution d'élèves internationaux, là, on parle de plus de 50% sur 2 ans, mais il faut comprendre que dans notre organisation, ça représente, l'an passé, ça représentait à peine 14% de tous nos élèves inscrits. Donc, on ne parle pas de cohorte complète d'élèves internationaux, mais quand même des élèves pour lesquels il y a une présence cruciale. Non seulement ça nous limite dans le nombre de diplômés qu'on peut former, qui fournit une main-d'œuvre à nos entreprises régionales, mais aussi dans certains cas, tel que mentionné, ça nous limite dans notre capacité à offrir certains programmes, là, cette diminution-là. Des programmes qui sont, je ne dirais pas compromis, mais sur le point de l'être. Je peux penser à usinage chez nous, où l'an passé, on avait presque le quart des élèves qui étaient des élèves internationaux. Donc, ces élèves-là, non seulement ça nous permet de les diplômer, de fournir une main-d'œuvre, mais s'ils n'étaient pas là, on ne serait peut-être pas en mesure financièrement de partir nos cohortes. Donc, usinage, c'est un des programmes. Cette année, avec la diminution du nombre d'élèves internationaux, on a quelques programmes, donc je parle d'usinage, d'assistance technique en pharmacie, infographie, qui sont dans un état plus précaire, disons-le. Des fois, le 9e, le 10e élève international, c'est lui qui nous permet de partir un groupe, parce que sinon, en raison des critères de financement, on peut partir des groupes parfois à perte. Là. On peut le faire pendant 1 an, mais à long terme, ce n'est pas un modèle viable. Là. Et souvent, quand on parle d'étudiants internationaux, c'est pour ça que je trouve ça super intéressant que vous soyez au comité. On parle d'étudiants universitaires, on parle d'étudiants dans les cégeps au Québec et rarement de formation professionnelle. Et c'est pour ça que j'aimerais ça que vous disiez au comité à quel point vos programmes sont collés sur l'écosystème économique régional lorsque vous donnez ces programmes-là. Ça serait intéressant pour nos analystes de comprendre ce lien-là que vous avez avec la communauté, avec l'économie régionale. Je pourrais peut-être y aller avec quelques statistiques globales, mais aussi avec quelques exemples concrets là, au niveau régional. Si on se base sur des études récentes là, de l'Institut de la statistique du Québec, pratiquement 80% des postes vacants là, dans le marché du travail sont des postes qui relèvent la formation professionnelle. Si on regarde nos taux de placement, comme je le mentionnais tout à l'heure, sont pratiquement de 100% dans tous les programmes. Donc, on peine à répondre aux besoins de l'entreprise, puis ça, peu importe le programme visé. Si on y va avec des programmes concrets, je regarde dans la région, au niveau des préposés aux bénéficiaires, qui est un des 15 programmes qu'on offre, les dernières rencontres qu'on a eues avec des représentants du CIUS, là, le réseau hospitalier régional, ce qu'ils nous ont dit carrément, c'est que si demain matin, vous étiez en mesure de nous fournir tous vos finissants d'un seul coup, ça nous en prendrait le double. Puis ça, c'est un exemple très concret. La formation de préposé aux bénéficiaires, c'est un programme de 705 heures. C'est un diplôme d'études professionnelles, mais étant en bas de la limite du 900 heures, ce programme-là ne mène pas au permis de travail post-diplôme. Donc, l'élève international qui veut poursuivre en travaillant dans une organisation, doit faire un très long chemin administratif avec un permis de travail fermé. Donc ça, c'est un exemple concret là, que les restrictions, on parle ici de la restriction du 900 heures, a un impact direct là, sur notre capacité à fournir la main-d'œuvre pour les entreprises de services de notre région. Des exemples comme ça, je pourrais changer de secteur. On pourrait aller aussi du côté du soudage.
On pense à Proco, qui est une entreprise régionale, qui est un fleuron régional, une entreprise avec un chiffre d'affaires de 170 millions, qui emploie une centaine de soudeurs. Encore là, notre capacité à fournir de la main-d'œuvre est insuffisante. Les dernières restrictions des dernières années sur le permis de travail post-diplôme, dans le contexte du domaine de soudage, c'est plus côté des permis de travail ouverts aux conjoints, qui est une opportunité qui existe encore pour les étudiants à la maîtrise et au doctorat, mais pas pour les conjoints des étudiants au DEP. Encore là, ça a été un frein qui explique la diminution d'élèves internationaux inscrits dans nos programmes, puis aussi parce qu'il diminue grandement notre capacité à fournir des soudeurs qualifiés pour des entreprises régionales comme Proco, par exemple, leur machinerie. Et rapidement, ça a été justifié, ces décisions-là, en disant que c'était difficile pour la capacité d'accueil. Comment vous les accueillez, ces étudiants internationaux? Est-ce qu'ils sont bien accueillis dans la communauté? Est-ce que c'est facile pour vous de les intégrer, de les accueillir convenablement? Oui, mais comme Mme Sacco... Une réponse très vite, s'il vous plaît. Oui. Si on veut que ça fonctionne, autant pour les élèves internationaux que pour les organisations, pour la communauté, il faut mettre en place des services. C'est un choix qu'on a fait chez nous dans notre organisation, d'un petit centre de services scolaires, mais conjointement avec notre centre de services scolaires voisin, Pays des Bleuets, on a mis en place une structure d'accueil. Les élèves internationaux ne font pas que s'inscrire chez nous, on les accompagne avant, on les accueille même parfois à l'aéroport, puis on les aide aussi à se trouver un logement, à bien s'intégrer, à bien être inclus dans notre organisation. Et ça ferait vraiment une différence, parce que je le mentionne, on ne prend pas de chiffres astronomiques. Merci, M. Carrette. Merci, M. Brunel-Duceppe. Maintenant, nous allons à la deuxième série de questions. On commence avec M. Ma for 5 minutes. Thank you, Madam Chair. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame Vanderknapp. Vous avez comparu au Comité québécois sur les relations citoyennes en octobre et vous demandiez de reconnaître complètement les formations professionnelles comme un moteur économique régional et linguistique. Pourriez-vous nous parler de vos recommandations? Comment pouvons-nous joindre les admissions des étudiants étrangers aux besoins dans les régions et aux besoins dans les professions? Y aller aussi. OK. Oui, en fait, ce qu'on a recommandé au comité, la Commission des relations avec les citoyens à Québec, c'est un peu ce qu'on vient faire aussi aujourd'hui. La formation professionnelle, on souhaite être reconnaître comme étant un secteur d'enseignement tout aussi important que l'enseignement supérieur. On a besoin au Québec, au Canada, oui, d'ingénieurs, oui, de docteurs, mais comment on fait fonctionner un hôpital sans les infirmières auxiliaires et les préposés aux bénéficiaires? Comment on fait fonctionner une usine? Comment on construit des brises-glaces sans les mécaniciens, les machinistes, sans les soudeurs? Donc, c'est un palier essentiel de l'enseignement, de la formation. Puis, la formation professionnelle, elle existe pour répondre aux besoins du marché du travail. Donc, on est dans une adéquation formation-emploi qui est parfaite, comme je l'ai dit. S'il n'y a pas de besoin du marché du travail, on n'offre pas un programme, autant en termes de qualité puis de quantité, c'est-à-dire les compétences dont on a besoin, c'est ce qu'on enseigne. Puis le nombre de personnes qu'on va former, on souhaite que ce soit le nombre de travailleurs qui sont recherchés dans les différentes régions. Puis comme il y a 174 centres de formation professionnelle au Québec, ils se font distribuer les programmes selon un système de cartes qui fait qu'ils offrent les programmes pour lesquels il y a des besoins de main-d'œuvre dans leur région. Par exemple, il n'y a pas de formation dans les métiers miniers à Montréal, mais il y en a en Abitibi, puis il va y en avoir sur la Côte-Nord aussi, ou à Chibougamau, là où sont situées les mines. Puis les centres de formation professionnelle, ils vont combler des cohortes avec des élèves internationaux. Il y a 130 000 élèves à peu près dans la formation professionnelle au Québec, mais le besoin du marché du travail nous dit qu'on a besoin de plus que ces 130 000-là. Là-dessus, il y en avait à peu près, selon les années, 6-7 000 qui étaient des internationaux. Et on avait des cibles d'augmenter beaucoup le nombre d'élèves en formation professionnelle. Puis sans les internationaux, c'est très difficile d'atteindre ces cibles-là. Donc, malgré les efforts du gouvernement du Québec pour attirer des élèves en formation professionnelle, des élèves natifs, des Québécois, c'est pas suffisant. Donc, on est allé chercher des internationaux pour compléter les cohortes.
Puis, comme le disait mon collègue Jérôme, les taux de placement, puis c'est vrai au Lac-Saint-Jean, mais on le voit dans d'autres régions, les taux de placement sont très, très élevés. Je vais vous nommer juste quelques besoins du marché du travail. En construction, les métiers de la construction relèvent de la formation professionnelle. On a besoin de 16 000 travailleurs de la construction par année jusqu'en 2030. 16 000 nouveaux chaque année jusqu'à 80 000 travailleurs. L'industrie navale, qui est située le long du fleuve Saint-Laurent, 2 000 emplois prévus pour la construction de brise-glace. Puis ça, c'est des métiers de soudeurs, de mécaniciens industriels. Hydro-Québec, pour les grands chantiers, ont besoin de 35 000 travailleurs d'ici 2035. C'est beaucoup des métiers de la formation professionnelle. On a parlé de préposés aux bénéficiaires avec Jérôme Carrette. Au Québec, il en manque 6 000 des préposés aux bénéficiaires. Puis pour des internationaux, d'être capables de faire la formation puis travailler. Puis là, je pourrais continuer. Il y a le secteur de l'aérospatial aussi qui est autour de Montréal, qui ont 40 000 postes à combler d'ici 10 ans. Donc, on a besoin de l'apport de la formation professionnelle. Puis, ce qu'on a plaidé en commission à Québec, puis ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de reconnaître le rôle stratégique vraiment de la formation professionnelle. On a un souci aussi que les immigrants soient capables de travailler en français, mais une fois qu'ils ont fait leur formation, ils sont francisés, puis ils sont capables de travailler en français. Thank you. Merci. Justement, sur cette lancée, lors de votre témoignage, vous avez dit qu'il y avait un écart entre les permis de travail post-diplôme et les diplômes universitaires qui doivent être égalisés. Donc, pensez-vous que notre système d'immigration, surtout lorsque l'on parle des permis, des allocations de permis d'étudiants étrangers, devrait être un peu plus lié aux besoins du marché? Ben, nous, c'est vraiment notre croyance, puis les données sont là pour le démontrer. Donc, il suffit de regarder les besoins du marché du travail documentés par les gouvernements, puis on le voit que c'est beaucoup au niveau de la formation professionnelle qu'on a besoin de travailleurs. OK, prochaine, on a Madame Zaïd pour 5 minutes. Thank you, Chair. Merci, Madame la Présidente. Merci aux témoins de comparaître aujourd'hui. Première question s'adresse à Madame Sacco. Le gouvernement fédéral a établi des cibles ambitieuses pour l'immigration francophone à l'extérieur du Québec l'année dernière. Les cibles ont été dépassées et donc nous avons mis en place des cibles encore plus ambitieuses. Pourriez-vous nous dire à quel point il est important de se concentrer sur l'immigration francophone à l'extérieur du Québec et ce que ces cibles représentent pour la protection des communautés francophones partout au Canada? Madame Sacco. Merci beaucoup pour la question. Oui, ces cibles représentent beaucoup parce que pour la communauté francophone, on parle de vitalité de la communauté francophone à l'extérieur du Québec. Alors, tout à l'heure, j'avais abordé la question d'insécurité linguistique et le fait que ces cibles ont été décidées. C'était justement pour venir répondre à une question démographique qui est en baisse. Donc, la communauté se mobilise et développe beaucoup de capacités et bâtit beaucoup de capacités pour justement permettre à ces personnes qui entrent dans nos communautés pour qu'ils puissent être très bien accueillis et très bien accompagnés pour qu'ils puissent s'intégrer et rester. Quand ces personnes ne restent pas dans la communauté, alors c'est comme si c'est de l'effort qui a été investi au début et qui est perdu. Donc, l'augmentation des cibles pour nous vient aussi avec l'augmentation de ressources, bien sûr. Donc oui, c'est important que le gouvernement voit le gros portrait de l'immigration francophone d'une manière générale, incluant bien sûr les étudiants internationaux francophones, les immigrants économiques, les réfugiés qui arrivent aussi, qui sont des francophones, les demandeurs d'asile tout à l'heure, comme j'ai évoqué, et les travailleurs temporaires aussi, en dehors justement du Québec, pour qu'on investisse suffisamment d'argent pour que l'accompagnement et puis l'intégration de ces immigrants-là se passe très bien dans la communauté.
Oui, c'est important. Les cibles ne vont pas permettre à la communauté francophone justement d'atteindre les 12%, mais quand même, c'est une avancée extrêmement importante pour nos communautés francophones à l'extérieur du Québec. Thank you, Madame. Merci, Madame Sacco. Prochaine question s'adresse également à vous. D'après vous, quels sont les obstacles principaux auxquels font face les nouveaux arrivants francophones lorsqu'ils arrivent au pays, que ce soit les équivalences de diplômes, la langue, et comment est-ce que les politiques fédérales devraient justement s'aligner pour faire face à ces obstacles? Alors, moi, je parlerai ces obstacles que vous venez de citer tout de suite. Moi, je parlerai justement d'avoir des concertations. Il y a beaucoup de concertations qui peuvent se faire avec la communauté, étant donné que les programmes de l'immigration francophone s'inscrivent dans une stratégie qui a été développée. Donc, de regarder ces stratégies-là, il y a beaucoup d'études qui ont été menées. Il y a des comités consultatifs qui ont travaillé justement sur cette question où le gouvernement pourrait justement investir. On parle de côté linguistique. La formation linguistique, elle est très importante, par exemple, pour nos communautés en situation minoritaire. La reconnaissance des acquis, vous l'avez dit. Donc, travailler justement avec les provinces ou les ordres des métiers pour que les gens puissent travailler le plus rapidement possible, être en emploi. Et donc, de consulter aussi des études qui ont été menées justement pour aller trouver des recommandations qui ont été faites où on peut investir le plus d'argent pour aider les immigrants francophones dans ces communautés-là. Thank you. That's OK, merci. Merci. On a M. Abruna Duceppe, 2 minutes et demie. Merci, Madame la Présidente. Madame Van Der Nap, je vais vous faire une fleur. Je vais vous mettre dans une situation demain matin. Je vous donne le rôle de ministre de l'Immigration. Vous avez tous les pouvoirs comme ministre de l'Immigration fédérale. Quels sont les premiers changements que vous faites? Quelles mesures vous modifiez qui feraient en sorte que l'éducation internationale se porte mieux demain matin? Mais vous avez 24 heures, là. Bon, le souci, c'est pas que l'éducation internationale se porte mieux, sinon que le réseau de la formation professionnelle puis le milieu de l'emploi. Ben, premièrement, consulter. J'ai peut-être pas le temps en 24 heures, mais c'est de rétablir un équilibre là, en regardant c'est quoi les besoins du marché du travail, c'est quoi la situation dans les établissements d'enseignement, de quoi on a besoin. Bon, le système éducatif québécois, je peux pas parler pour les autres provinces, mais c'est quoi vraiment le besoin en termes de à la fois innovation, mais main-d'œuvre. Donc, alors que là, on voit que c'est déséquilibré à l'avantage de l'enseignement supérieur, beaucoup au niveau universitaire. Donc, on voudrait vraiment y aller de façon plus chirurgicale, de regarder là où sont les besoins, puis de vraiment changer le critère d'admissibilité au permis de travail post-diplôme, d'avoir un champ plus large pour la formation professionnelle, puis de se débarrasser du critère de 900 heures, qui pour nous est très arbitraire, parce que justement, préposé aux bénéficiaires, c'est une formation qui est moins de 900 heures, et pourtant c'est un des métiers qui est les plus recherchés. Puis beaucoup de métiers de la construction aussi, c'est des formations de moins de 900 heures, puis il en manque en pelleté. Donc, ça serait de revoir ces critères-là pour que ça soit moins arbitraire puis basé vraiment sur les données du marché du travail. Puis, on a vu d'autres incohérences un peu en lien avec les choix qui sont faits. C'est justement pourquoi avantager les étudiants à la maîtrise doctorat versus des étudiants en formation professionnelle pour le permis de travail ouvert. Et aussi, ce que je souhaiterais, c'est que les agents d'IRCC connaissent la formation professionnelle. On est de niveau secondaire, on est un peu différent dans l'écosystème canadien et donc il y a beaucoup d'erreurs administratives qui se font, qui fait qu'il y a des candidats internationaux qui remplissent tous les critères d'admissibilité, se voient refuser leur demande de permis d'études juste parce qu'il y a une incompréhension de ce qu'est la formation professionnelle de la part des agents qui traitent leur demande de permis d'études. Et quand vous parliez du permis ouvert, vous parliez du permis ouvert pour conjoint. Juste pour spécifier pour les analystes, là, parce que présentement, c'est ouvert aux études de 2e cycle, de 3e cycle, mais pas pour les personnes qui sont... Je vois que la présidente m'a fait des gros yeux. J'imagine que mon temps est terminé, madame? Oui, OK. Je vous remercie beaucoup pour ces informations. Merci.
Merci. OK, prochaine, on a Monsieur Ma, 5 minutes. Thank you, Madam Chair. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame Vandernapp. Bon, compte tenu de vos efforts pour protéger les programmes qui mènent à des métiers professionnels est-ce que l'on devrait aussi créer un pont avec les besoins en matière de logement? En effet, ce qu'on entend beaucoup, c'est que les étudiants étrangers au Canada mettent de la pression sur la disponibilité de logements. Donc, on sait qu'il y a une pénurie de logements dans plusieurs endroits. Mais en même temps, on a besoin de travailleurs qui construisent ces logements-là. Puis, les travailleurs qui sont sur les chantiers de construction, ben, c'est des diplômés de la formation professionnelle beaucoup. Il y a des empêchements à les amener, je viens de le mentionner, parce que les formations ne sont pas toutes de 900 heures. Puis également, ils ne donnent pas tout accès au permis de travail post-diplôme. Donc, ils peuvent contribuer à régler le problème. Puis après, encore une fois, nous, on est dans des petits nombres. Hein. Je l'ai dit, là, 10 000 étudiants étrangers au Québec, c'était la plus grosse année. Sinon, on était plutôt autour de 6 000 - 7 000, dont la très grande majorité sont dans 138 établissements à l'extérieur de Montréal. Puis, M. Carrette l'a dit, là, à Alma, ils sont capables de les accompagner, les 70, 100 élèves qui arrivent, puis de leur trouver un logement. Donc, on ne parle pas de très grand nombre quand on compare à des établissements qui sont beaucoup plus grands puis qui accueillent des milliers et des milliers d'élèves. Là, donc, ça peut faire pression là, sur des communautés. Mais nous, on est un peu ailleurs avec les chiffres qu'on amène. Donc, oui, il faut considérer la capacité d'accueil, mais en même temps, il faut regarder, faut pas juste voir la forêt, il faut regarder les arbres aussi puis voir là où le problème est vraiment. Thank you. D'accord, merci. Y a-t-il des régions au sein du Québec où les étudiants internationaux auraient peut-être du mal à trouver un logement à un prix adéquat? J'entends bien ce que vous nous dites sur la question de la demande et du fait qu'on va y répondre, mais concentrons-nous sur la question du logement. Ma question, encore une fois, est-ce que les étudiants internationaux auraient du mal au Québec à trouver un logement, ou surtout lorsque les prix sont élevés? Les centres de formation professionnelle que moi, mais ce que je sais, c'est que quand il n'y a pas possibilité de loger des étudiants localement, les centres de formation professionnelle n'ouvrent pas de place à des internationaux. Parce que ce qu'on ne veut pas faire, c'est de voir les étudiants arriver puis être obligé de les renvoyer chez eux parce qu'ils ne trouvent pas d'établissement. Je ne sais pas, Adil, si tu peux rajouter. Oui, ben effectivement, how would you connect the two then? Comment créer un pont alors entre les deux? Est-ce que vous faites une surveillance constante sur la situation des logements pour les étudiants avant que ces admissions soient octroyées? Oui, comme le mentionnait Lisiane, en fait, les centres de formation professionnelle sont les mieux placés, donc ils sont directement dans le milieu. C'est eux qui vont analyser est-ce que la capacité d'accueil elle est suffisante pour pouvoir aller recruter des élèves internationaux. Puis comme ils recrutent quand même des petites quantités, bien à ce moment-là, ils sont capables d'offrir les services pour l'accueil et pour la recherche de logement et pour l'installation, etc. Donc, la surveillance se fait plus directement dans chacun des milieux. So then tying back to... Donc, je vais revenir sur une réponse que vous nous avez donnée plus tôt. Vous nous avez dit que vous ne recevez pas assez d'étudiants internationaux pour remplir les classes, les salles de classe, mais en même temps, vous nous dites que l'allocation est faible à cause des problèmes liés au logement. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire plus, s'il vous plaît, pour qu'on comprenne un peu plus comment est-ce que ce programme est géré? Ben, peut-être, je peux laisser Jérôme encore là, expliquer comment ça fonctionne au CFP d'Alma par rapport à vos cibles, puis le nombre d'élèves qui arrivent, puis l'impact sur la communauté. Oui, bien, assurément, je ne pourrais pas parler pour l'ensemble de la province, mais je peux donner un exemple concret là, avec la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Si on regarde, nous, on s'était doté de mécanismes pour s'assurer, là, justement, comme je le mentionnais tantôt, de bien accueillir puis de favoriser l'inclusion des élèves internationaux. Puis une des premières étapes, c'est qu'on s'est fixé des cibles nous-mêmes. On s'était fixé un seuil d'environ 20% d'élèves internationaux dans nos programmes en se disant, ben, si on veut que l'accueil, que ça se passe bien, de mener les gens à la diplomation, ben, on s'est fixé ce seuil-là. Et pour être capable de mettre en œuvre un accompagnement, là, je parlais tantôt de l'accompagnement au niveau de la démarche d'immigration, mais également l'arrivée à l'aéroport, la recherche de logement, aussi les difficultés d'adaptation culturelle qu'il peut y avoir en cours. Là, 20%, c'était notre limite qu'on s'était fixé il y a 2 ans, mais si je regarde l'an passé, on était à 14%, puis cette année, on va être en deçà du 10%. Donc, on est vraiment en bas de notre capacité d'accueil théorique qu'on s'était fixé, là. Donc, merci, Monsieur Carrette. Our time is up. Merci, Monsieur. Le temps est écoulé. Sure, for this. Dernière question, Madame Sodi, allez-y. 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Merci aux témoins d'être des nôtres aujourd'hui. Première question s'adresse à Madame Sacco. Le Canada, à l'heure actuelle, a 2 programmes pour les francophones. Le premier, donc, le projet pilote pour l'immigration francophone et ensuite le deuxième, un projet pilote pour les étudiants en situation minoritaire francophone. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur ces programmes? À quels besoins répondent-ils exactement? Je vais commencer par le programme, le projet pilote pour les étudiants qui arrivent. La majorité des universités francophones, je pourrais dire, ont signé des ententes avec IRCC justement pour pouvoir permettre aux étudiants qui arrivent et qui s'inscrivent dans les universités et qui puissent, après, à la fin de leurs études, suivre un parcours pour devenir des résidents permanents. Et donc, ça entre aussi dans la question de vitalité pour les communautés francophones parce que les étudiants internationaux, après avoir passé 4 ans dans une communauté francophone, ils ont pas mal appris et ils ont été éduqués. Donc, ils peuvent facilement aller vers la voie, vers la résidence permanente. Alors, l'autre programme pilote pour les communautés rurales francophones, ça c'est aussi pour amener des travailleurs temporaires qui par la suite pourront avoir accès à la résidence permanente. Mais ces travailleurs aussi peuvent bénéficier des services d'établissement, tout comme les étudiants internationaux qui arrivent et qui peuvent bénéficier des services d'établissement dans les structures qui s'occupent justement de l'établissement des personnes dans la communauté, des personnes immigrantes. La majorité des étudiants internationaux ne sont pas éligibles, sauf les étudiants internationaux qui viennent dans le cadre de ce projet pilote-là spécifiquement. Et les universités qui ont signé des ententes avec IRCC, c'est eux qui peuvent avoir accès aux services d'établissement. Alors, ainsi que les travailleurs temporaires qui viennent sous le programme d'immigration rurale pilote. Okay. Thank you for your answer. D'accord, merci. Elaborate a little bit more on... J'aimerais élaborer un peu plus longuement sur les appuis fédéraux. Pourriez-vous nous dire comment les programmes d'appui fédéraux ont contribué à la réussite de la rétention dans les petites communautés francophones comme celle au Manitoba et quelles recommandations avez-vous pour améliorer le rayonnement et la rétention dans ces régions? Les fédéraux dans le cadre du Manitoba plus spécifiquement, il y a quand même un nombre de fournisseurs de services francophones qui reçoivent du financement de Immigration Canada justement pour l'accompagnement des immigrants francophones ou dans un parcours bien spécifique qui a été développé. Nous avons aussi le réseau en immigration francophone qui travaille avec ces organisations-là qui ont reçu du financement du gouvernement pour mieux accompagner les immigrants francophones qui arrivent et qui s'installent dans la communauté francophone. Alors, s'il y a une recommandation à faire, j'ai parlé tout à l'heure d'augmentation
de ce nombre, le Manitoba fait partie justement des communautés en situation minoritaire. Alors l'augmentation Il de reste cible, une minute. l'augmentation de cible, je répète encore, arrive avec l'augmentation de ressources financières. Donc ça veut dire que ça va vraiment jouer sur la capacité pour ces organisations-là d'offrir le service adéquat qu'il faut à tout le nombre qui va arriver. Donc, plus on ajoute des ressources, plus ça va leur permettre justement de maintenir cette stabilité et donc d'offrir des services qu'il faut à ces immigrants qui arrivent dans nos communautés. Perfect. Just really quickly, because I know we're a little short on. Merci. Très rapidement, parce que nous manquons de temps. Nous savons que le gouvernement a investi dans les appuis pour les femmes nouvelles arrivantes, donc en matière d'entrepreneuriat, par exemple. Pouvez-vous nous dire quelle sorte d'appuis fédéraux pour les femmes immigrantes ont eu les plus grands résultats? Alors, actuellement, je pense qu'il y a une stratégie qui a été développée au niveau national et cette stratégie, c'est avec la Fédération des femmes. Et donc, les femmes immigrantes font partie justement de cette stratégie et donc ça a des répercussions dans les provinces parce qu'il y a des collaborations qui ont été établies avec des centres qui offrent spécifiquement des services aux femmes immigrantes qui arrivent ici. Donc, cette stratégie a été lancée seulement l'année passée et donc ça touche justement la question d'isolement, la question de formation pour les femmes immigrantes pour qu'ils puissent vraiment aller à l'école et aussi se mettre à niveau. Ça touche la question d'employabilité et ça touche aussi tout le support qui peut permettre à ces femmes-là justement d'intégrer le marché du travail et de participer à l'économie. On termine cette table ronde. Thank you very much, Ms. Sacco. Thank you, Ms. Sodi. Merci beaucoup, Madame Sacco et Madame Sodi. J'aimerais faire un suivi par rapport à une question posée par Monsieur Ma à Madame Vandernap. Il s'agissait d'une question pour comprendre si nous répondions aux besoins du marché du travail et croyez-vous que nous avons suffisamment de données sur les compétences et sur les travailleurs, pas seulement au Québec, mais partout au pays? Pensez-vous que nous disposons de ces données et qu'elles sont facilement accessibles? Hors Québec, là, le système d'éducation est une responsabilité provinciale. Là. C'est pas, on n'observe pas, on fait pas d'observation à l'extérieur du Québec. Mais pour ce qui est du Québec, je peux dire que oui, il existe une commission des partenaires du marché du travail qui identifie les besoins de main-d'œuvre. On a un document qui est l'état d'équilibre du marché du travail qui documente pour 516 professions si les professions sont en déficit de main-d'œuvre, s'ils sont en équilibre, s'ils sont en surplus. Donc, c'est facile avec ces outils-là qui sont maintenus à jour de façon régulière d'exercer des choix en termes de quantité de main-d'œuvre qu'on a besoin là, dans ces 516 professions. Donc, je peux répondre pour le Québec, la réponse est oui. OK, thank you. That's excellent information. Merci, c'est de l'information excellente. Merci. Merci à tous pour vos questions. Et avant de conclure, M. Menegakis aimerait proposer quelque chose. Oui, avec le consentement du comité, pourrions-nous considérer les commentaires aujourd'hui, les propos tenus aujourd'hui dans le cadre de l'étude sur l'étudiant étranger? Nous ne voudrions pas que ces témoignages soient perdus, alors peut-être que nous pourrions inclure ces témoignages dans l'étude sur l'étudiant étranger. Je vois un pouce levé, d'autres approbations. C'est unanime. Excellente suggestion, M. Menegakis. Et je remercie tous les témoins pour leurs excellents témoignages et je remercie aussi mes collègues pour les questions. Nous allons suspendre la séance pour 5 minutes pour dire adieu à nos témoins et pour passer à huis clos pour parler des affaires administratives du comité.